IDFM 98 de la Monde FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un peu de magie ce soir, ça fait pas de mal. Après toutes ces péripéties de coronavirus, on va revenir un peu au thème de mes émissions passées. Aujourd'hui, avec Henri Chemin, comme un chemin. Né dans une famille passionnée de spiritualité, Henri Chemin commence rapidement par s'intéresser à la lecture d'ouvrages de personnages tels que Krishnamurti, Gurdjieff, Steiner, etc. Et un peu plus tard, en 2008, et au fil de ses rencontres, il en vient à découvrir le monde des cercles initiatiques dans lesquels il effectue un parcours de quelques années, se séparant par la suite de certains et continuant dans d'autres, de la Rose-Croix à la franc-maçonnerie, en passant par le martinisme ou encore les élus cohéens. Bonsoir Henri Chemin. Bonsoir Joël Véran. C'est quoi les élus cohéens? Les élus Cohen, c'est un cercle paramaçonnique qui a été fondé par Martinez de Pasquali et qui est en fait de la franc-maçonnerie avec un lien particulier avec la Kabbale et la magie. D'accord. Pourrait-on dire. Alors deux choses en découlèrent de ces rencontres, un intérêt toujours plus ferme pour l'ésotérisme et l'occultisme, et le constat que l'accès à ces mystères nécessitait une rencontre remarquable. À la suite de ce constat, vous ouvrez en 2012 à Paris une école d'ésotérisme, ne demandant à ses étudiants ni engagement ni croyance particulière. Cette école rencontre un grand enthousiasme du paysage ésotérique français. C'est vrai que je vous ai rencontré il y a au moins 4 ou 5 ans. Oui, tout à fait. Là-bas, et que j'ai été tout à fait surprise par les participants et les participantes qui m'avaient l'air d'être pas mal initiés à ce qu'ils venaient voir. Je crois que c'était une histoire de Kabbale. Tout à fait, c'était une belle soirée avec Fred McParty qui venait en tant que professeur externe à l'intérieur de l'école et qui venait animer une conférence sur la Kabbale et la Golden Dawn, je crois. Et oui, effectivement, on a fondé au fur et à mesure dans l'école un bon petit cercle de personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme et qui cherchent surtout de la pratique. Votre école s'étend ensuite à Bruxelles, à Lyon et à Genève. Je sais aussi que vous allez au Canada C'est de ça. temps en temps. Elle accueille aujourd'hui de nombreux élèves et professeurs indépendants venant enseigner des matières comme la Kabbale, l'astrologie, la talismanie, ça c'est les talismans, ou encore la cartomancie. En parallèle de ce parcours dans l'ésotérisme, Henri Chemin reçoit en 2009 une formation de médecine traditionnelle coréenne qu'il complète ensuite de formation en magnétisme, en hypnothérapie et en énergétique chinoise, qui lui ouvre une activité d'énergéticien qu'il pratique encore aujourd'hui. Je vous reçois ce soir pour deux choses. D'abord, un livre qui va paraître aux éditions Alliance Magique, Tout à fait. qui s'appelle La haute magie d'Isis, Esset et les mystères de l'Égypte antique. Sur la couverture, c'est Isis avec ses ailes déployées. Ce livre est en collaboration d'Iman El Mansi. Tout à fait, qui est une professeure de l'école qui est spécialisée dans la magie égyptienne, donc qui a collaboré dans l'écriture de cet ouvrage. Ce voyage mystérieux le long du Nil, sacré de l'Égypte antique, nous mène tout droit vers une initiation ésotérique à la magie d'Isis, la déesse mère du monde et des connaissances. Elle nous délivre quelques-uns de ses secrets dans ce parcours pratique de l'occultisme égyptien. Au cours des pages, Henri Chemin partage son expérience de l'occultisme en conseillant le lecteur sur la manière de s'auto-initier. Cette plongée au cœur des pyramides nous mène à la découverte de Néterou, les dieux égyptiens, avant de découvrir la pratique qui en découle. Rites et rituels se succèdent pour donner accès aux chercheurs et à la précieuse magie d'Isis. Ce livre vient de sortir tout juste. Tout à fait, le 28 mai, il y a très peu de temps. Donc il y a très peu de temps. Et d'autre part, vous avez une rencontre qui va se passer à Paris. Exactement, le 27 juin, à Paris, on va organiser un séminaire sur les mystères d'Isis et la magie égyptienne. On va avoir l'occasion pour la première fois de rencontrer les lecteurs du livre. D'accord, pour ceux que ça intéressera. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre ? On trouve principalement de la pratique. C'est ce qu'on a voulu avec Emmanuel Menti quand on a constitué ce livre, et ça a été notre perpétuelle obsession de toute façon, tout du long de la création de l'école des mystères internationales, c'est de proposer avant tout de la pratique aux praticiens, aux lecteurs, étant donné qu'il y a énormément de très très bons livres, très bons auteurs qui ont traité la théorie, mais bien peu qui ont traité la pratique. Il y a un livre en particulier qui m'a animé pour écrire ce livre, que je cite dans la bibliographie, qui est La magie dans l'Égypte antique de François Lexa.
qui est un des rares livres sérieux de magie égyptienne pratique. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans ce livre. On a compilé les différentes sortes de pratiques de la magie égyptienne, des formules magiques qui étaient très en usage dans l'Égypte antique, à certains rites, à certaines postures, à certaines potions magiques même. Alors, on va parler de l'Ankh. Mhm. L'Ankh, c'est cette clé que Isis porte souvent à la main, qui ressemble étrangement au symbole de Vénus. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Donc, c'est la vie. La croix-ankh, oui, elle est extrêmement populaire, elle est extrêmement appréciée aujourd'hui. Et puis finalement, quand on regarde dans les bas-reliefs, par exemple, égyptiens ou dans les textes égyptiens, ce qu'on retrouve de très intéressant par rapport à ce qu'on en connaît de cette clé de vie, c'est qu'elle n'est pas simplement utilisée comme un élément qu'on va pouvoir utiliser sur nous, comme une sorte de talisman, un symbole qui nous aiderait ou nous apporterait une bonne énergie, mais elle est véritablement un objet rituel. Elle permet la vivification, comme disent les Égyptiens, c'est-à-dire la possibilité de transmettre l'énergie vitale. Et c'est à cette occasion qu'Isis souvent va se saisir, Isis ou d'autres divinités, puisque la clé ne lui est pas associée, directement va tenir la croix-ankh et va venir vivifier le pharaon, par exemple. Donc lui transmettre l'initiation. Et on enseigne dans le livre La Haute Magie d'Isis comment utiliser la croix-ankh. Alors, vous en vendez des croix-ankh dans votre boutique? Parce qu'il y a une boutique aussi. J'avais une boutique, c'est plus vraiment mon activité aujourd'hui. C'est plus une boutique. Voilà. Ça a changé depuis. Voilà, tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur l'accueil des conférenciers, des formations, etc. On a encore quelques livres à la vente, mais c'est pas notre objectif du tout. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'Isis? Alors, Isis, c'est une divinité très particulière qui s'est finalement énormément popularisée au fil des dernières années, puisqu'elle a été associée au féminin sacré. Il y a différentes choses. Voilà, elle est devenue un peu la figure de poupe du mouvement sorcière d'aujourd'hui dans l'Égypte antique. Et finalement, si on retourne un petit peu vers la tradition égyptienne en tant que telle, Isis est celle qui a une capacité très particulière. C'est celle qui va avoir la capacité d'inverser le destin. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir aller jusqu'à redonner vie à celui qui est mort. Et donc du coup, l'élément très particulier de la déesse Isis, parce qu'on trouve des dieux qui sont peut-être plus importants, on pourrait dire dans l'Égypte, comme Ra, Aton, etc. Mais Isis a la particularité finalement d'être une espèce d'élément immuable qui va permettre d'avoir accès au destin et de pouvoir le transformer. Et on le retrouve à travers ce fameux symbole qui est le Tiet, qui ressemble à une croix-ankh, mais dont les bras seraient redescendus vers le bas, et qu'on appelle le nœud d'Isis, qui serait le nœud à travers lequel Isis scellerait les destins. Et donc le travail avec Isis va nous permettre de pouvoir transformer notre vie finalement. Alors on va le situer dans la cosmologie égyptienne. Isis, c'est une des premières. Une des premières divinités égyptiennes? Oui, c'est pas la première. Je pas jusque là, oui. Mais c'est une des divinités les plus importantes, effectivement. Après, bon, elle est une figure importante dans la partie la plus connue, qui sont les contes osiriens, voilà, de l'Égypte. Mais après, il y a des divinités qui n'ont carrément rien à voir avec ce qu'on connaît de l'Égypte antique, qui sont bien antérieures. Donc dans les contes osiriens, il y a cette histoire avec Osiris. Osiris qui était son mari. Son mari et son frère, tout à fait. Son mari et son frère. Voilà. Parce qu'à l'époque, je pense qu'ils étaient frères, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur Terre, c'est vrai qu'ils se mariaient entre eux. Complètement, et puis ça restait des divinités peut-être aussi, on retrouve ça dans toutes les mythologies, finalement, ces espèces d'inceste ou de mariage entre familles. Peut-être qu'il ne faut pas se choquer de cet élément-là, c'est peut-être simplement des mariages de principe, énergétiques et grégoriques, ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Alors, il y a Isis, il y a Osiris, et il y a Seth. Seth qui se permet de tuer Osiris et de le découper en 14 morceaux. Complètement. Dont Isis en retrouve 13. Tout à fait. Il n'y en a qu'un qu'elle ne retrouve pas. C'est un sacré mystère. Et justement, cette partie qu'elle ne retrouvera jamais de ce découpage qu'a fait Seth, c'est finalement peut-être la clé qui va permettre de... Si vous voulez, finalement, elle va réussir pour la première fois à inverser le destin, puisqu'elle va réussir à redonner vie, finalement, à outrepasser Ra et le système qui est supérieur à elle. Et finalement, la dernière petite partie qu'elle n'arrive pas à toucher, c'est peut-être celle qui appartient vraiment à l'élément supérieur à ces divinités qu'on peut considérer comme un système polythéiste, mais en fait, il y a toujours la considération d'un Dieu unique, finalement, dans les contes.
Et donc, dans les contes égyptiens. Et donc, du coup, finalement, peut-être que cette dernière partie, c'est ce qui appartient au Dieu unique, au-dessus de cette cosmogonie de dieux égyptiens. Oui, sauf que c'est le sexe. Le sexe? C'est le sexe qu'elle n'arrive pas à retrouver. Ben justement. Et donc elle se transforme en oiseau, c'est un peu la couverture que vous avez. Mhm. Et elle chevauche son homme mort. Ce sexe qui manque, quand vous dites que c'est la clé. Oui. Ben oui, on retrouve ça dans la Kabbale. On retrouve ça dans la Kabbale avec le iode. Ouais. Vous savez, c'est la semence de Dieu, le sperme, la première finalement éjaculation dans le mythe qui va permettre d'incrémenter la terre et de créer la matière vivante. Donc on retrouve un peu la même chose. Donc elle est quand même très magique pour arriver à reconstituer tous les morceaux. Je vais vous dire une expérience que j'ai vécue qui m'a marqué dans la magie égyptienne et qui m'a mené à écrire ce livre en premier, parce qu'il y a plusieurs livres qui sont en cours et j'ai choisi Isis, qui n'est pas forcément du tout la divinité avec laquelle je suis la plus associé. La première expérience que j'ai vécue, c'était avec Anubis. Voilà, avec qui j'ai un lien beaucoup plus fort et beaucoup plus particulier. On en parle un peu, c'est un chien qui conduit les morts. C'est ça complètement, c'est le passeur, c'est celui qui fait l'intermédiaire entre le monde oriental et le monde occidental, et qui est surtout l'initiateur finalement à l'autre côté du monde. Et avec lui, je pense que c'était il y a 7 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, maintenant que j'ai commencé à travailler un rituel avec Anubis, avec qui il y a eu une véritable rencontre, une véritable découverte, une des opérations magiques les plus impressionnantes que j'ai vécues avec Manifestation, et qui m'a mené à m'intéresser vraiment à l'Égypte. C'était pas mon domaine particulièrement. J'ai commencé à m'intéresser à Anubis, et ce qui m'a fasciné dans Anubis, c'est que j'ai découvert que les divinités égyptiennes ne se comportaient pas du tout pareil dans le système invocatoire, quand on allait les appeler, travailler avec les énergies égyptiennes. Elles n'allaient pas se comporter du tout pareil que des systèmes kabbalistiques, avec les anges, ou les élémentaux, ou je ne sais quelle pratique ésotérique. On est vraiment dans un système où l'entité qui est devant nous ne va pas du tout se mettre à notre service, avoir la volonté de nous aider, de guider notre vie ou je ne sais quoi, mais on est face à une vraie grande énergie que l'on va pouvoir peut-être toucher du bout du doigt. Et finalement, Anubis, dans le travail que j'avais fait avec lui, il est totalement inaccessible, il est très compliqué à toucher. Et j'ai commencé à travailler avec les autres divinités, et Isis est une très bonne voie pour pouvoir commencer à toucher quelque chose de façon efficace dans la magie égyptienne, sans danger ou difficulté. On revient sur Anubis, vous dites que vous avez eu une matérialisation, vous pouvez nous raconter. Vous cherchiez quoi? Je suis curieuse. Alors pour resituer un petit peu les choses, je ne sais plus exactement quand a eu lieu la toute première fois où j'ai effectué ce rituel avec Anubis, mais j'avais dû avant déjà, je pense, pratiquer mes premières évocations. Donc un rituel, pour ceux des auditeurs qui ne connaîtraient pas l'évocation, c'est un rituel dans lequel l'objectif n'est pas de communiquer avec une entité comme on le ferait avec une prière ou des choses comme ça, mais vraiment de manifester l'entité dans la pièce. Certains parlent de manifestation mentale, astrale ou je ne sais quoi. L'objectif est quand même la manifestation physique, donc une apparition. D'une façon ou d'une autre, hein. C'est pas forcément une entité de chair qui va apparaître sur nous, mais ça peut simplement être un nuage de fumée ou des choses comme ça. J'avais déjà effectué de nombreuses évocations pour une même entité qui était Raphaël, qui ont été extrêmement compliquées, qui n'ont pas vraiment réussi, pour tout vous dire. Et quelques temps après, j'ai commencé à me plonger dans la magie égyptienne à travers Anubis, et j'ai commencé à effectuer cette évocation. Et là, ça a été totalement différent. Ça a été peut-être moins manifesté que ce que j'ai vu avec mes premières évocations, mais ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus concret, finalement pour moi-même, pour mon expérience, où je me suis retrouvé finalement, après ce rituel que je n'ai fait qu'une fois au début, d'Anubis, à avoir la sensation et des manifestations de cette entité-là qui étaient présentes pendant très très longtemps après le rituel. C'est-à-dire plusieurs jours? Oui, plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Et ça, je ne l'avais absolument pas vécu avec les autres rituels que j'avais faits. Mais alors Anubis, lui qui est censé conduire les morts dans l'au-delà, c'est pas gênant d'avoir ça à côté de soi? Oui, tout à fait. La question se pose. Alors, Anubis, voilà, j'ai commencé en fait au tout début à étudier, je ne sais plus pourquoi, Anubis, et j'ai commencé à compiler les textes sur lui, à étudier un petit peu son histoire, etc. Et plus on avance, plus finalement on voit qu'il est vraiment
c'est pas forcément le dieu de la mort le plus important, c'est vraiment celui qui fait le passage. Oui. Voilà, c'est le chef du passage. Et finalement, dans cet élément-là, quand on le regarde dans la conception égyptienne, où finalement le monde des morts, les occidentaux, par rapport au monde des orientaux, des vivants, les Égyptiens ne font pas vraiment la différence entre monde des morts et monde des vivants, et monde énergétique, monde manifesté. Et c'est extrêmement intéressant. Et c'est ce dont je parle beaucoup dans ce livre, parce que finalement, le fait de considérer que le monde des morts est juste le monde énergétique, c'est une révolution par rapport à ce qu'on pense, nous, monothéistes des religions du livre, pour simplifier les choses. C'est que finalement, vraiment, tous les morts continuent d'exister juste dans le plan énergétique. Exactement aussi proche que ce que les gens disent quand ils vont parler de l'énergie des chakras, du magnétisme ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment beaucoup plus proche qu'on ne l'a jamais considéré de nos morts et des dieux, etc. Enfin, moi je trouve ça absolument extraordinaire. Et donc du coup, Anubis ne va pas simplement être celui qui va nous donner accès aux personnes défuntes, mais il va nous donner accès aussi aux énergies, aux divinités et à tout ce qui est de l'autre côté. Donc finalement, c'est l'initiateur par excellence. C'est ce qu'on retrouve dans tous les rituels de franc-maçonnerie, de rosicrucianisme, de martinisme, etc., où on va toujours nous simuler une mort profane. Symbolique. Voilà, tout à fait. Et c'est ce que vous recherchiez? Oui, complètement. Complètement. C'est mon obsession, pas seulement pour ce rituel, c'est l'obsession de ma vie, c'est l'initiation, c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai fait des parcours dans les sociétés secrètes. C'est absolument pas que ça m'amuse de fréquenter ces cercles pour l'idée, qui sont la plupart du temps simplement des... Alors je vais peut-être fâcher quelques frères, mais c'est pas grave, je le dis, ils le savent, et je le dis devant eux, souvent des réunions de personnes qui s'amusent à se croire intelligents, et finalement, en fait, dans ces cercles, au-delà de ces espèces de discussions où on s'amuse à flatter notre ego, ce qui vérole ces cercles initiatiques, il y a les initiations qui, elles, sont véritables et qui sont extrêmement intéressantes. Et c'est pour ça que je trouve quand même ces cercles extrêmement intéressants, c'est que les initiations, ces fameuses morts à notre état profane, nous font franchir des marches extraordinaires. Et l'intérêt, c'est que vous le faites en groupe, parce que les initiations, on en a tous, mais on en vit beaucoup seuls. Complètement, mais elles sont intéressantes aussi, celles qu'on vit seules, parfois plus. Alors à Paris, en France, vous aviez tout un cycle de conférences qui devaient se faire et qui ont dû être annulées, je pense, à cause du coronavirus. Complètement. Donc vous avez eu en janvier mystère et usage du miroir magique, magie des bougies et des encens, confection d'une baguette magique. Le samedi 15 février, magie de la prospérité, potion magique et mandragore. En mars, je pense que ça a été annulé, amulette de pouvoir dans la magie. Annulé aussi fabrication d'un cercle magique. Isis et la magie égyptienne, mais ça vous allez nous le remettre. Vous aviez aussi grimoire et livre des ombres, vous allez la remettre. Oui, on l'a prévu pour l'année prochaine. Arts et usages des formules magiques et de la vibration kabbalistique. Anubis et les mystères des sarcophages. Vika et la magie des campagnes. Vous allez aussi donc à Montréal, à Bruxelles, à Genève, à Londres. C'est maintenu tout ça malgré les... On a rien maintenu pendant le confinement. On est en train tout doucement d'organiser la suite pour septembre. Et vous deviez aller au Congo et aux États-Unis pour 2021. Oui, pour 2021. Alors au Congo, comment vous pensez qu'ils vont vous accueillir? Parce que là-bas, les rites initiatiques, il y en a, non? Alors, j'y vais pas comme ça par lubie d'aller faire un séminaire au Congo. En fait, c'est que depuis le début de l'école, on se fait contacter par énormément de Congolais. Et c'est difficile pour eux de venir à Paris ou dans les lieux de séminaire, c'est trop loin. Et bon, au début, on se disait, on ne propose pas de cours partout dans le monde, donc on ne peut pas vous en proposer. Mais il y a une telle demande dans ce pays précisément d'Afrique qu'on se dit qu'on va essayer d'organiser quelque chose. Oui, vous faites aussi l'usage du miroir magique. Alors, une baguette magique, c'est vraiment magique une baguette magique? Ah, une vraie baguette magique, oui. Mais absolument pas les baguettes avec des petits minéraux qu'on achète, etc. Voilà. Ces baguettes-là, d'ailleurs, ils les appellent eux-mêmes, les vendeurs ou les fabricants, des baguettes d'énergéticiens ou des choses comme ça, pour le soin énergétique. Je pense que c'est une bonne dénomination parce que c'est pas une baguette magique. Une baguette magique, c'est quelque chose qu'on fabrique soi-même ou qui est fabriqué vraiment par quelqu'un qui est excellent, qui a vraiment une maîtrise de cet art-là. Et la baguette, oui, elle va être magique au sens où quand on va l'avoir fabriquée nous-mêmes, on va l'avoir consacrée, exorcisée, sanctifiée, bénie et baptisée, et ben on va avoir vraiment un outil de rituel qui va être une prolongation de notre conscience.
Et l'intérêt de tous ces outils de magie, ça va être le fait que dans un rituel de théurgie, le travail avec Dieu, la magie divine. Dans la magie divine, un rituel dure facilement 1 heure à 2 heures. Il nécessite de nombreuses invocations, des bougies de certaines couleurs, des encens de certaines... Voilà, plein de manipulations, des purifications, énormément de choses. Alors quand j'entends souvent les jeunes praticiens enthousiastes dire qu'on n'a pas besoin de ça et que seule l'intention compte, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, c'est la magie, tous ces supports-là ne sont que des éléments pour soutenir l'intention. Mais c'est extrêmement difficile de maintenir une intention de qualité pendant 2 heures de rituel. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin des objets, comme par exemple la baguette magique, qui va être un outil qui va être travaillé pour représenter une de nos intentions la plus pure. Il y a l'épée aussi, vous utilisez les épées? Tout à fait, oui. Alors, concrètement, dans l'usage, la dague est plus simple à utiliser, voilà, c'est plus petit, mais on se retrouve à peu près avec le même symbole. La dague va être très utilisée. Après, moi, personnellement, je vais vous dire quand même concrètement, pour le magicien, c'est pas le premier des outils les plus utiles. C'est très encombrant. Pour pas grand-chose, la plupart des rites que l'on va faire avec une épée peuvent être remplacés par une baguette magique. L'épée va surtout servir à couper, c'est-à-dire dans des exorcismes ou des choses comme ça, ou à transmettre l'initiation. Exorcisme, vous en avez parlé, donc est-ce que dans la magie d'Isis, il y a des exorcismes? Ah non, il y a des protections, il y a des purifications, mais pas des exorcismes à part entière. On aurait pu associer la déesse Isis avec l'exorcisme, ça aurait été faisable, mais c'est quand même pas la divinité la plus proche. J'ai espoir un jour d'avoir la possibilité d'écrire un livre sur Anubis, et là on sera vraiment dans le domaine. Deuxième partie de cette émission, Henri Chemin, donc où est-ce que vous avez appris tout ça? Alors, comme je vous le disais au début, il y a eu plusieurs choses, il y a eu 2 grands axes, on va dire, le parcours dans les sociétés secrètes, qui m'a permis de découvrir de très nombreuses connaissances. Ça, c'est les Rose-Croix? Pas que. Rose-Croix, franc-maçonnerie, martinisme, élu Cohen et Templiers. Voilà. Il y a encore des Templiers? Bien sûr, il y en a encore. Il y a des Templiers qui sont plus dans la charité, dans des œuvres sociales, et il y a des Templiers qui sont plus dans des œuvres ésotériques. Comme en franc-maçonnerie, on trouve du sociétal et de l'ésotérisme. Oui, et puis donc le deuxième axe qui est vraiment le principal quand même, parce que ces sociétés m'ont permis de me transmettre une culture du rituel, un respect de la hiérarchie, de l'humilité, etc. Et différentes notions qui sont vraiment nécessaires. Mais ce que j'ai le plus appris, c'est à travers des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer au fur et à mesure du temps, toujours avec une espèce de régularité divine dans mon existence, des personnes les unes après les autres qui m'ont transmis, qui étaient comme Anubis, si vous voulez, les passeurs de la marche suivante. Et ces personnes-là m'ont initié au fur et à mesure aux sciences ésotériques. Bon, vous dites que vous avez aussi lu Krishnamurti, Gurdjieff, oui. Steiner, mais c'est en 2008 que vous avez commencé à vous intéresser à ça? À quel moment vous avez commencé vraiment à vous intéresser à tout ça? Vous étiez enfant? Oui, c'est 2008, c'est ça, c'est bien ça, c'est 2008. Vous n'étiez pas enfant en 2008? Non, quand même pas. Et pourquoi ça vous a intéressé? Mes parents étaient dans la spiritualité, pas du tout dans l'ésotérisme, s'intéressaient à ça. Moi, je suis quand même né dans quelque chose un peu parallèle, mais pas ésotérique. Et après, un jour, ma sœur avait un ami à elle qui lui a prêté un livre, comme ça, par hasard total. Elle s'y intéressait pas particulièrement, son ami non plus. Il s'avère que ce livre était le chemin de la véritable initiation magique. Elle l'a laissé traîner sur sa table de nuit. Un jour, je suis passé, je l'ai attrapé, je l'ai dévoré. Et je me suis dit, tiens, la spiritualité, ça peut être pratique aussi. Quel âge vous aviez à peu près quand ça vous a pris? Quand ça m'a pris, quand j'ai commencé à lire des éléments, je venais d'être majeur depuis peu de temps. Donc 18 ans. Voilà. Et après, il y a eu quand même un long moment avant que je passe le pas carrément d'aller rentrer dans des sociétés secrètes, à rentrer dans un. Donc après, vous vous êtes contenté de Krishnamurti, Steiner, oui, Gurdjieff, voilà. Ça c'était au début, oui. Des gens qu'on ne peut pas rencontrer parce qu'ils ne sont plus là. Ah, complètement. Quoique Krishnamurti, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il est mort. Mais tout à fait. 86. J'aurais bien voulu le rencontrer, mais ça s'est pas fait. Ouais. Donc là, vous proposez des stages. Il n'y a pas que vous qui faites des stages dans votre... On peut dire atelier, si c'est une boutique, on peut dire que c'est quoi Alors oui, au-delà c'est une librairie, oui, je l'appelle encore la librairie, oui. Même si voilà, les locaux à Malakoff sont encore appelés la librairie CDM, et donc dans ces locaux, il y a différentes personnes qui viennent. Là, par exemple, en juin, on va avoir Emma Johnson qui va venir animer un séminaire sur les runes et la magie. Donc, qui elle est une intervenante externe, c'est pas une professeure de l'école, mais on s'est rencontrés,
On s'est rencontrés, on a pu discuter, j'ai pu apprécier son travail et donc du coup je l'ai invité à venir animer un séminaire à l'école. Elle parle français? Oui. Elle vit en Normandie. Voilà. C'est bien, c'est la magie celte. Complètement, c'est intéressant. C'est un domaine intéressant qui n'est pas du tout ma spécialité, donc je préfère laisser la main à d'autres, comme à l'époque je l'ai fait avec Fred McParty pour la Kabbale, qui est un éminent spécialiste par rapport à moi sur la Kabbale. Et donc voilà, je laisse la main quand je ne connais pas plus que ça. Alors, vous faites combien d'interventions par mois? Alors, on fait à Paris 2 séminaires par mois, c'est notre base, et après on va animer en tout 4 séminaires par mois, qui vont s'intercaler entre la Belgique, la Suisse, l'Angleterre et le Canada. Ok. Et si les auditeurs veulent s'inscrire à une newsletter? Pour pouvoir découvrir l'école, il faut aller sur www.academy-emi, école de mystère international.org. academy-emi.org, c'est le site de l'école sur lequel il y a plein de choses. On a fait dernièrement le petit grimoire de magie opérative, qui est un document gratuit pour les gens, où il y a un petit cours d'ésotérisme, un rituel, une explication sur le symbole des bougies, une bibliographie pour pouvoir commencer à découvrir, qui est en libre accès sur la page d'accueil, où il y a aussi de nombreuses vidéos, où je donne des cours sur la magie égyptienne ou sur différents thèmes qui sont gratuits aussi, qui permettent de découvrir avant de se lancer à venir en cours. Alors, c'est pas des conférences, hein, c'est des ateliers, donc ça se passe autour d'une table. Oui, complètement. On est autour d'une table, ça dure 9 heures. Ça a lieu les samedis de 10h à 19h. C'est donc assez intense. Et on se retrouve autour d'une table avec un échange avec les personnes. C'est pas un cours magistral où on va surtout axer le travail sur la pratique. L'objectif est vraiment que les personnes puissent expérimenter la magie, découvrir des preuves de l'existence de la magie pour ceux qui en sont encore à douter, et pour ceux qui ont pu en faire l'expérience, améliorer la qualité des preuves qu'ils reçoivent. Et comme je le disais un petit peu au début, s'ils veulent de la théorie, ils en trouveront dans de très nombreux livres. Moi, je ne me prétends absolument pas être le plus qualitatif dans l'aspect théorique. Par contre, je remarque, au bout des années, je peux me permettre de voir que j'ai une certaine connaissance de l'expérimentation. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. Donc ce livre, La Haute Magie d'Isis, il y aura un atelier 28 juin, je crois. Alors oui, il y aura un atelier samedi. Un séminaire le samedi 28 juin, donc de 10h à 19h à Paris, enfin à la librairie à Malakoff. Ça serait bien que les gens aient lu le livre et qu'ensuite ils puissent... Vous allez refaire ce qui se trouve dans le livre? Non, pas du tout. Non, on va vraiment être en parallèle. On va être en parallèle, c'est-à-dire que je vais perpétuellement faire des liens avec le livre, mais vous n'avez pas besoin d'avoir déjà le livre ou de l'avoir lu. Et si vous l'avez déjà totalement lu, il ne va pas y avoir de redondance. Ça va vraiment être un élément totalement parallèle. On va vraiment aller d'une façon différente dans l'expérimentation d'autres éléments et pas que de la magie d'Isis. Et le livre sera un support qui pourra compléter. Vous pouvez donner un exemple de ce que vous allez... de ce qu'on a préparé pour le séminaire? Oui, de ce que vous allez prouver à ceux qui ne croient pas en la magie. Oh, je n'irai pas jusque-là. Disons, en fait, que tout simplement, le système de preuves qu'on va faire, c'est pas mon objectif. Hein, c'est eux dans leur chemin initiatique, chaque personne a son chemin. Et s'ils trouvent des preuves, tant mieux, ça va amener une pierre à l'édifice. C'est qu'on va faire des expérimentations magiques. C'est-à-dire, par exemple, on va pouvoir faire de l'élaboration de plantes magiques, voilà, qui vont nous permettre de faire le début des potions magiques, où on va pouvoir prendre des prises de contact avec l'esprit des plantes, où ils vont pouvoir vivre certaines expériences, par exemple. On va pouvoir constituer des amulettes, mais ça, ils n'auront les résultats qu'en dehors du séminaire. On va pouvoir faire des rituels initiatiques, où les personnes vont pouvoir vivre quelque chose à l'intérieur d'elles-mêmes. On va pouvoir faire des travaux magnétiques, où les gens vont pouvoir ressentir leur magnétisme, etc. Voilà différents éléments que les gens vont pouvoir expérimenter dans un séminaire. C'est limité quand même, hein. C'est limité à combien de personnes? Alors là, exceptionnellement, on a limité à 10 personnes avec les mesures particulières de la situation sanitaire. Et oui, mais en général, le maximum c'est 25. Voilà. On essaie de ne pas aller au-delà de 25 parce qu'après, au bout d'un moment, ça devient complètement... on perd la substance d'un processus initiatique, quoi. On est dans quelque chose de commercial. Et c'est pas notre souhait. On va essayer de repartir un peu sur le livre. Je l'ouvre au hasard et je trouve le rite d'intégration des 7. C'est qui est 7? Et 7, c'est Isis. C'est un autre nom? C'est son vrai nom. Isis, c'est le nom grec, le nom latin. Et 7, c'est son vrai nom. Comme Anubis, c'est Inpu, ou Thoth, c'est Djéouti, etc. On essaie d'utiliser les vrais noms pour pouvoir toucher vraiment l'égrégore de l'entité. Alors là, c'est le rite d'intégration des 7. Alors ça, c'est un chapitre où on va parler des formules magiques. C'est
Vraiment, je dirais, moi, ce qui m'a passionné le plus dans ce livre, c'est deux choses, c'est l'aspect formule magique et l'aspect calendrier nilotique. Donc, on pourra peut-être parler après. Le rite d'intégration des sept, c'est un système à travers lequel les Égyptiens, bien sûr c'est une composition de ma part, à partir de documents qu'on a retrouvés au fur et à mesure et qu'on a compilés, qui nous permettent de voir que les Égyptiens avaient certaines pratiques pour absorber la formule magique avant de la réciter. Et ça c'est complètement passionnant je trouve. J'ai toujours été fasciné parce que je fais de la magie, voilà, j'entends parler des formules magiques partout. Entre nous, les formules magiques, ça ne marche pas. Voilà. Enfin, ça marche très peu, quoi. Quand on va réciter des formules magiques, etc., j'ai jamais vu une apparition, un éclair descendu du ciel. Et ce qui manque, bien sûr, et ce qui me trouble, moi, dans ma recherche, c'est que je sais que la magie va marcher avec des processus qui vont nous permettre de faire monter l'énergie à l'intérieur de nous, de faire monter notre intention. Donc, comment une toute petite formule aussi courte, où on n'a pas le temps de faire monter à l'intérieur de nous l'énergie, pourrait marcher? Et bien en fait j'ai découvert cet élément-là au hasard, c'était pas prévu dans l'ouvrage au départ. J'ai découvert que les Égyptiens avaient une pratique particulière pour faire rentrer, qui elle est un peu plus longue que le fait de réciter juste la formule, pour intégrer la formule avant de pouvoir la réciter. Et ça c'est fantastique je trouve, parce que on retrouve peut-être une des clés du processus des formules magiques dans l'Égypte antique, mais aussi dans tous les autres systèmes, y compris la Gematria, dans la Kabbale ou des choses comme ça. Et la deuxième chose dont vous parliez? Ah, c'est le calendrier nilotique, ça. Nilotique, c'est voilà, le Nil. c'est ça. C'est le calendrier de l'Égypte antique. Avec les dieux qui sont associés Tout à fait. au lever du soleil. On retrouve le zodiaque de Dendera dans le temple de Dendera, où il y a une représentation finalement des dieux sur un zodiaque. Et alors ça c'est vraiment une grande nouveauté dans le paysage de l'ésotérisme égyptien, c'est qu'on en parle très peu et pourtant c'est vraiment passionnant. On s'est pris de passion au fur et à mesure là, des dernières années sur des éléments comme Imbolc et les fêtes de saison paganistes. C'est devenu extrêmement à la mode. Oui, voilà, la Wicca, tout ça. C'est devenu à la mode parce que je le comprends, hein, ça nous permet de donner des saisons et des rituels par rapport au moment de l'année, c'est passionnant. Et les Égyptiens avaient fait un système qui est pour moi encore plus passionnant. On retrouve un rituel dans ce livre par mois, par rapport au nom du mois et qui est à l'entité associée à ce mois. Et on retrouve un rituel par saison. Ça te permet de faire énormément de travaux différents. On va travailler avec de nombreuses divinités différentes. Donc du coup, il y a 3 saisons, donc on a 15 rituels en fait dans le calendrier nilotique à l'intérieur du livre. Et ça va nous permettre de créer un travail avec l'égrégore de la magie égyptienne tout au long de l'année. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant. Sauf les jours de la fin de l'année où il ne faut pas invoquer les dieux. C'est ça, les jours épagomènes. Alors oui, on en parle un petit peu des jours épagomènes, on traite ça vraiment très rapidement, on dit juste que... Il faut les laisser tranquilles. Voilà, il faut les laisser tranquilles. Ça dure une semaine, je crois. Ça dure 5 jours. 5 jours. 5 jours, et en fait, c'est pas vraiment qu'il faut les laisser tranquilles, c'est qu'il y avait des rites très particuliers à ces moments-là. En fait, c'est les jours de naissance des 5 divinités principales, et on va avoir des rituels qui pourront être associés à ces éléments-là. J'ai commencé à les écrire, mais on s'éloignait trop du thème de la haute magie d'Isis. Donc j'espère qu'on aura la possibilité d'un jour de proposer un livre où on aura la totalité des 365 rituels de l'année. Oui, moi je trouve que c'est bien, il faut lui leur foutre la paix un peu de temps en temps. Oui, alors non, je comprends ce que vous dites, parce qu'effectivement c'est des jours d'offrande, on leur demande pas. Non mais complètement, c'est vrai, c'est bien de foutre la paix un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le rite du papyrus. Alors le rite du papyrus, c'est un ensemble, c'est un rituel pour consacrer un papyrus. Bien sûr, c'est pas forcément pour consacrer un papyrus, mais n'importe quelle forme de papier ou d'élément sur lequel on va faire une représentation divine ou sacrée. Donc par exemple pour faire des talismans, quand on explique comment faire une amulette ou sur lequel il faut faire des talismans, on va d'abord consacrer le papyrus. Mais au-delà de cette consécration du papyrus, en fait ce qu'on propose dans la haute magie d'Isis, c'est un sacramentaire esthétique, donc c'est-à-dire un sacramentaire associé à Isis, dans lequel on va pouvoir consacrer différentes choses, l'eau, le sel, l'huile, le papyrus, des représentations des sept et d'autres choses. Vous voyez, ce qu'on a vraiment essayé dans ce livre, c'est de faire quelque chose, une compilation très, très resserrée d'éléments techniques, pratiques. On a le calendrier nilotique pour avoir un travail tout au long de l'année. On a un sacramentaire esthétique pour pouvoir avoir les éléments de base, pour pouvoir avoir notre document, pour faire notre consécration. On a une partie pour travailler sur les postures égyptiennes.
on a une partie pour découvrir le Panthéon, etc. On a essayé de faire des blocs comme ça, pour avoir toute la pratique nécessaire, tous les éléments nécessaires pour pouvoir travailler efficacement. On reste un peu sur les postures. Est-ce qu'il y a un côté yoga? Ah bah oui, complètement, mais à l'occasion de l'écriture de ce livre-là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait lancé, je ne sais plus du tout son nom, un yoga égyptien. Ouais. Et il a eu totalement raison, c'est une très bonne idée. S'il ne l'avait pas fait, j'aurais eu l'idée, personnellement. Mais non, oui, donc on est effectivement dans un élément un petit peu yoga, mais moi je ferais plutôt le lien, plutôt qu'avec une pratique de santé comme le yoga, le tai chi ou des choses comme ça, à ce qu'on retrouve dans Magic d'Alistair Crowley. Je ne sais pas du tout vous dire qui est-ce qui a inventé ces postures, ça ne doit sans doute pas être lui, mais il présente dans ce livre des postures qui sont des postures de pouvoir rituelique en fait. Et on retrouve vraiment, il a dû s'inspirer énormément de l'Égypte antique, je suppose. On retrouve des éléments dans les postures égyptiennes qui sont directement en lien. En fait, ces postures-là vont nous permettre de capter des énergies particulières. Vous vous rappelez, au début, je vous disais que j'ai commencé par Gurdjieff. Et Gurdjieff, c'était un maître spirituel, rien à voir avec l'ésotérisme, qui a inventé par exemple les danses sacrées. Voilà, et les danses sacrées, c'est justement, il apprenait à ses élèves à prendre des postures différentes, qui étaient chacune des lettres de l'alphabet de l'univers, selon lui, qui allaient permettre de capter une énergie parfaite. C'est ce que les Égyptiens font en fait, de façon intuitive et moins intellectuelle, peut-on supposer. Alors, est-ce qu'au niveau vestimentaire, il y a, pour ceux qui vont pratiquer chez eux après, il y a tout un costume blanc ou des... Oui. Oui. Alors, non, on n'a pas beaucoup parlé du tout de vêture dans ce livre-là. En règle générale, pour la magie, ce que je conseille, ce que j'ai pu constater qu'il y avait un effet. C'est du blanc. Voilà, c'est du blanc. Mais si on part entre porter du blanc de notre quotidien, où on a fait je ne sais quoi avec, porter du rouge, qui est un vêtement pur qu'on n'a jamais utilisé, qu'on n'utilise que pour ça, utilisons le rouge. Il faut être censé pragmatique dans le travail de la magie. Ce qu'on veut, c'est surtout avoir un vêtement pur, quoi. S'il est rempli de cigarettes, de pollution, etc., et je ne sais quoi, mieux vaut mettre le vêtement qui n'a pas la bonne couleur, mais qui est pur, lui. Alors, les cigarettes, c'est pas bon chez Isis? Bah... Je ne sais pas, vous savez, on trouve des rituels où la cigarette, le cannabis ou l'alcool sont utilisés, bien sûr. Chez les Indiens. Oui, chez les Indiens, dans le vaudou, etc. Oui, il y a des intérêts énormes à ces psychotropes, mais bon, je me dis quand même qu'on n'est pas dans un élément de pureté quand on a un vêtement qui sent la cigarette et la pollution. Quand même. Oui, puis en général, c'est un vêtement qui est consacré pour ce genre de rituel. Ah, ça c'est l'idéal, voilà. Carrément d'avoir son vêtement rituel qui est consacré. Alors là, vraiment le top, c'est d'avoir un vêtement qui est blanc ou pas, ou noir, et qui va pouvoir permettre de supprimer nos dualités, donc c'est-à-dire nos bras et nos jambes. Donc c'est une robe, de la fameuse aube, dans laquelle on peut rentrer nos mains dans notre robe en fait, comme certaines soutanes. Et ça va permettre en fait finalement de pouvoir se prendre différentes postures, dont la posture d'annihilation totale, donc c'est-à-dire celle où on est vraiment pieds joints, mains contre les cuisses, et on va être un total. Oui, on voit ça dans les hiéroglyphes. Tout à fait. Et alors l'autre dernière vêture qui est très intéressante, c'est sans vêtements. Tout nu. Bah oui. Alors quand on est seul, c'est facile, c'est pratique. Quand on est à plusieurs, c'est plus compliqué. Mais quand on est seul, franchement, c'est vraiment extrêmement intéressant. Moi, je conseille à tout le monde de faire l'expérience au moins une fois, seul, de faire une pratique qu'il a l'habitude de faire habillé et de la faire nu. Ça peut paraître stupide, ça me paraissait totalement stupide quand on m'en a parlé au début. C'est impressionnant. Impressionnant. T'as essayé en tout cas. Oui. Troisième et dernière partie de cet au-delà du miroir qui est passionnant avec Henri Chemin qui nous emmène sur des chemins initiatiques avec Isis et Seth et toute la magie égyptienne. Est-ce que vous apprenez aussi à soigner, parce que les Égyptiens sont toujours un peu comme des piles avec les mains devant pour capter les énergies. Est-ce que aussi dans le livre ou dans votre initiation qui sera donnée le 28 juin, vous apprenez aussi à passer l'énergie? Alors oui, passer l'énergie tout à fait. Soigner, je ne dirais pas ça. Après, il y a des rituels de guérison qui sont à l'intérieur, il y en a 3 au moins, dans mon souvenir. Qui vont nous permettre de nous auto-guérir ou de guérir des personnes autour de nous. Mais on n'est pas dans un processus de soin quand même. On n'a pas le droit. Bon, dans un livre, au pire, on a le droit encore, parce que y a la liberté intellectuelle, ça passe encore dans un livre. Mais c'est même pas par rapport à un élément légal que j'ai pas voulu faire ça. C'est que, bon, pour moi, ça ne suffit absolument pas. Un livre ou un séminaire ne suffit pas à devenir quelqu'un de... Voilà, il faut pratiquer et suivre un vrai enseignement pour pouvoir soigner. Donc on va apprendre à passer l'énergie dans le séminaire, mais on ne va pas devenir thérapeute pour autant. Par contre, on a
un séminaire spécial qui travaille sur cet élément-là propose une formation tout au long de l'année pour devenir énergéticien EMI. Ce que vous êtes. Oui, bon, moi, j'ai pas reçu ma propre formation, moi j'ai reçu d'autres personnes, mais oui, c'est pour Oui, c'est ce travailler que je disais en début d'émission. complètement. C'est pour un petit mélange entre acupressure, donc sans aiguille, puisqu'on n'a pas le droit, hypnose et énergétique. Fabrication d'une amulette D7 ou d'Isis. Une amulette, ça sert à quoi? À conjurer le mauvais sort? Alors, oui, par exemple, c'est vrai, c'est souvent le cas, ça va permettre souvent de déjouer l'œil, ou le mauvais sort, des choses comme ça. Mais pas que, ça peut être une amulette de guérison, ça se fait beaucoup, ça peut être une amulette d'envoûtement, hein. Ça se fait aussi beaucoup, bien sûr, mais c'est pas notre objectif, c'est pas du tout l'objectif de celle du livre, mais ça existe, et celles qu'on voit sont souvent ça. C'est pour ça qu'il faut se méfier quand même des amulettes qu'on achète un peu partout, mieux vaut les fabriquer soi-même. Et il y a beaucoup d'amulettes de guérison qui vont absorber la maladie de la personne, la douleur, la psychose ou des choses comme ça qui sont à l'intérieur de la personne. Traditionnellement, est-ce que ça marche, je ne sais pas. Mais je ne m'engagerai pas dessus. Jusqu'à supprimer une maladie, mais ces éléments vont pouvoir apporter beaucoup de soulagement et vont pouvoir avoir une action sur notre bien-être. Vous les faites en quoi? En plâtre? Non, plutôt, ça dépend, plutôt en argile. Celle du livre, on n'a pas voulu que ce soit trop compliqué, parce que c'est l'avantage vraiment de l'école, quand on fait les séminaires à l'école, c'est que moi personnellement jamais je me lancerai à travailler les choses qu'on fait dans l'école chez moi, c'est trop compliqué, il faut du matériel, il faut beaucoup de motivation, etc. Là, par exemple, quand on va faire une amulette à l'école, on va être avec de l'argile, qui nécessite, ça salit, c'est compliqué, etc. C'est extraordinaire une fois qu'on l'a fait, on est très content, mais c'est compliqué à faire chez soi. Là, on a proposé une amulette qui est relativement plus simple. C'est une composition de différents talismans qui sont mis dans une grande amulette. Puisque la différence entre l'amulette et le talisman, c'est qu'elle va comporter plusieurs éléments. C'est un talisman en 3 dimensions, si vous voulez. On va mettre souvent, les Tibétains, ils vont mettre des drapeaux de prière, des terres sacrées, des encens, ou dans un gompa. Voilà. Nous, ici, on va mettre des symboles égyptiens qu'on va avoir chargés avec une invocation. L'argile, c'est quand même pas mal, parce que ça travaille les mains et ça travaille la tête. Alors chez les Égyptiens, il y a le Ka et le Ba. On en parle un peu avant de terminer l'émission. Avec plaisir. Alors oui, on parle beaucoup du Ka, du Ba, du Jet, du Shoot, des différents en fait, composants de l'être humain dans l'Égypte antique. C'est vraiment un domaine passionnant. Ils ont une vision qui est en plus vraiment très moderne. C'est un peu surprenant, c'est très compréhensible, c'est très parlant. Pour nous qui sommes dans le monde du parallèle, du développement personnel, de la spiritualité, etc., ça colle totalement, où ils vont vraiment faire la différence entre le corps, l'âme, notre partie magique, l'éka, notre ombre, notre shoot, vous l'appelez comment l'ombre? Le shoot. Le shoot. Le renne, le nom, notre nom, pour eux, va être considéré vraiment comme une partie, un composant de notre être. Notre nom de famille. Ouais, enfin oui, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Prénom, nom, il y a un nom. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il est créé. Enfin, une petite anecdote, c'est il aurait. En fait, le nom serait donné à l'enfant par le premier mot que la mère dit quand elle fait sortir l'enfant. Donc vous avez des noms qui. C'est pas le nom du père. Non, vous avez des noms qui sont du genre oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ou alors qu'est-ce qu'il a un grand nez. Voilà, vous avez des noms qui sont très amusants en fait, et qui sont juste une constatation de ce à quoi il ressemble. Mais en fait, magiquement, c'est extrêmement important. Parce que, en fait, le verbe, voilà, c'est le souffle, c'est le premier souffle que la mère va donner à l'enfant. Nous, on s'en fiche complètement dans notre culture de qu'est-ce que le premier mot que la mère va dire. On s'en rappelle pas. Enfin, c'est comment on peut trouver notre nom alors? Notre nom, faut demander à notre mère la première chose qu'elle a dit. C'est pas tout Ça va être compliqué. Non, il y a les nomènes en magie où les magiciens se donnent un nom et s'auto-baptisent. Pourquoi pas? Ah oui, est-ce qu'on se souvient, nous, femmes qui m'écoutez, est-ce que vous vous souvenez du premier mot que vous avez prononcé à la naissance de vos enfants? Ça c'est amusant. Si vous le trouvez, c'est un beau cadeau de le dire à vos enfants, qu'ils puissent l'utiliser. Non, on ne se souvient pas. Oui, j'imagine bien. Et alors après, il faudrait considérer, est-ce que si c'est la l'aide-soignante, la sage-femme qui a dit un mot avant la mère, est-ce que c'est celui-là qui compte ou celui de la mère? Et encore, il faut se rappeler si quelqu'un dit quelque chose. Ou ça va être le père aussi. Oui. Ça peut être un peu compliqué. Donc si c'est une fille, le nom c'est une fille.
Oui. Parce que c'est le médecin qui dit c'est une fille non. ou c'est un garçon. Mais regardez un petit peu si vous voulez cet élément-là dans les livres ou sur internet. On retrouve du coup en fait cette histoire là du nom qui serait donné comme le premier mot qu'elle a mère dit au moment de la naissance. Et vous retrouvez la traduction des noms, vous avez des choses qui sont vraiment extrêmement amusantes par rapport à ça. Mais pour en revenir au sujet des composants de l'être, c'est extrêmement important le nom. On en parle dans la magie mais timidement. On va faire des nomènes, donc c'est-à-dire on va s'auto-donner un nom, on va créer plein de fantasmes autour de ça. Finalement, est-ce que c'est vraiment efficace, je ne sais pas. Mais dans cette conception-là, oui, carrément, ça veut dire que le nom est une partie qui est à l'intérieur de nous, qui nous compose, qui va nous accompagner, nous créer. Et vous savez, on dit souvent, par exemple, les Justines sont souvent comme ça, ont tel caractère, les Marie ont tel caractère, etc. Et bien finalement, peut-être que effectivement, c'est pas totalement faux, comme au même titre que l'astrologie, finalement. Et donc du coup, en fait, ce que les Égyptiens vont faire, c'est que tout au long de leur vie, ils vont essayer de transcender, donc d'améliorer, si on veut, les différentes parties d'eux-mêmes, leur bas, leur âme, leur jet, leur corps, leur reine, leur nom, leur shoot, leur ombre, etc. Et au moment de la mort, on va essayer de réunifier tout ça. Et il va y avoir les prêtres de l'embaumement qui vont effectuer le retour du bas. Ah, ça c'est magnifique, si on retrouve les bas-reliefs, on voit en fait les prêtres qui sont avec la sépulture du mort et un oiseau qui est en train de partir. Cet oiseau c'est le bas. C'est le bas. Ouais, donc c'est l'âme. Et donc les prêtres vont essayer de faire le retour du bas, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'attraper l'oiseau, magiquement, hein, on imagine bien, rituellement, et de le remettre à l'intérieur du corps de la momie. De quel intérêt il faut mieux le laisser partir? Et oui, mais c'est justement là le plus grand mystère de l'Égypte antique sur lequel j'aimerais bien écrire un jour parce que j'ai des théories intéressantes dessus. Le bas, c'est la partie de l'âme qui quitte le corps au moment de la mort et c'est lui qui est mis sur la balance. Complètement. On pourrait faire le parallèle avec l'âme inférieure en fait, donc la partie de l'âme qui est à l'intérieur du corps et qui va rejoindre la partie de l'âme qui est en dehors du corps et qui est l'omniscience, et donc qui va partir au moment de la mort. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les Égyptiens partent d'un principe qui est complètement à l'opposé de tout ce qu'on peut, de toutes les spiritualités modernes, quoi. Que ce soit les religions du livre, que ce soit les religions New Age et compagnie, on est tous d'accord sur le fait qu'on essaie de faire partir l'âme pour qu'elle soit libérée, et au contraire pas du tout de l'attacher. Les Égyptiens, eux, cherchent à attacher et l'âme et les cas et toutes les parties de l'être à l'intérieur de la momie. Qui est morte. Qui devrait ressusciter, ça c'est christianisme hein, quand même. Hein. Et voilà. Alors effectivement, la momie ressuscite. Et ça devient un zombie. Et voilà, on est dans Walking Dead. C'est ça, ouais. Complètement. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Égyptiens, à travers cette volonté que l'être, quand il meurt, il ait absolument accès à toutes les parties de lui-même. Pour qu'il soit bien, c'est que l'objectif, c'est qu'il puisse commencer à devenir un être à part entière dans le monde occidental. Et que du coup, il puisse commencer à travailler. Et donc, on pourrait imaginer que finalement, l'Égypte serait une des seules civilisations à avoir constitué une civilisation dans l'au-delà. Oui, puisqu'on leur donne à manger, on leur donne à manger, on leur laisse à manger. On leur laisse leur corps, on leur laisse leur nom, on leur laisse leur ombre pour avoir tout. On leur laisse tout, sauf qu'on leur retire leur cœur. Oui. Et je sais plus quoi. On leur retire deux choses, le cœur. Ben, ça dépend. Ça dépend. Qu'on met à côté. Oui. Le cerveau, on le vide avec une petite chose qu'on va rentrer dans les oreilles ou dans la narine pour les plus riches, ou qu'on va enlever la tête pour les autres. On va peut-être terminer sur cette civilisation merveilleuse qui a quand même duré des millénaires. Peut-être combien? 3000, 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans? Arrêtez-moi. On est 5000 ans, ouais, quelque chose comme ça, autour de ça. Et, mais oui, mais c'est une civilisation qui... Ce qui est impressionnant, c'est à quel point elle est encore vivace. Pas les vrais Égyptiens d'aujourd'hui. Hein. On parle de l'Égypte antique dans la pensée commune. Dans les monuments. Et dans les monuments, oui. Mais c'est incroyable à quel point ça a pris, et encore plus dans le monde ésotérique. Quoi. C'est fascinant. Alors vous avez toutes les sociétés secrètes qui se disent venir de l'Égypte. Ce qui est bien sûr faux, que les historiens ont démontré depuis bien longtemps. Mais il y a cette volonté de s'associer à l'Égypte, ça fascine. Et donc on peut aisément se dire que l'égrégore de l'Égypte antique est encore vivace et qu'elle a encore beaucoup d'énergie à donner. Et au-delà de cette énergie qui vient de l'époque, peut-être qu'il y a, et c'est même une certitude, qu'il y a encore aujourd'hui des sectes et des cercles
et des personnes Égypte. individuelles qui travaillent encore avec les divinités égyptiennes. En Égypte, mais j'ai pas l'impression. En Égypte ou en Afrique? Oui, En parce Afrique noire. En Égypte, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de. Non, c'est extrêmement réduit, mais j'ai entendu dernièrement un ami qui s'est fait initier chez je ne sais plus quel pays d'Afrique, mais c'était un maître du Fa. Et c'est une forme de vaudou. Et ce cercle-là, visitait des rituels égyptiens anciens. Il disait qu'ils étaient dépositaires de certains anciens rites. On n'imaginerait pas du tout que ça tombe dans une pratique vaudou. Finalement, les dépositaires, ils sont un petit peu partout, ils sont un petit peu cachés. C'est ce que Robert Amblin a essayé de faire quand il est devenu connu, il est devenu un peu le spécialiste de l'Égypte. Les gens ont commencé à lui envoyer des vieux documents qu'ils avaient dans leur famille, qu'ils ne savaient pas quoi en faire, pour qu'il les publie. D'ailleurs, si quelqu'un à l'antenne a des vieux documents égyptiens qui n'hésite pas à me les envoyer, je les publierai avec grand plaisir. Alors, pas tout à fait ce qu'on trouve quand on va là-bas et qu'on vend dans les marchés de Oui, souvenirs. oui, bien sûr. Et donc, du coup, voilà, peut-être que finalement, cette civilisation est encore aussi vivante parce que cette civilisation a fait quelque chose. Parce qu'elle est gravée dans la pierre. Elle est gravée dans la pierre et puis Oui. plus important que ça encore, finalement, elle a réussi à sauvegarder l'âme de son peuple avec son corps et son âme et toutes les composants dans le monde de l'au-delà. Donc on pourrait se dire que finalement c'est une des seules civilisations qui vit encore aujourd'hui dans l'au-delà. C'est extrêmement impressionnant, extrêmement intéressant. Alors, ils brûlaient pas les corps. Ah bah non. Ouais. Non, là il y avait vraiment l'objectif d'une conservation absolue divine, quoi. Non, mais c'était intéressant parce que je pense pas que la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, dans 4000 ans, ils seront encore là. Oui, bah carrément, complètement. Complètement, non, mais c'est un exploit total du fait qu'ils aient réussi à fabriquer ça et que ça se maintienne encore aujourd'hui d'une telle façon. Après, c'est pas les seuls. Henri Chemin, merci de cet entretien. Et c'est moi qui vous remercie. La haute magie d'Isis est publiée aux éditions Alliance Magique. Tout à On peut fait. l'avoir partout. On peut l'avoir partout, en librairie. Et si on veut vous retrouver le 28 juin, est-ce qu'il reste des places? Il reste des places le 28 juin, le séminaire du 13 juin, il reste une place. Je ne sais pas s'il en restera encore. C'est quoi le 13 juin? Le 13 juin, c'est sur la magie des campagnes et la Wicca. Voilà. Et le 28, il reste encore quelques places. D'accord, donc vous le contactez Avec plaisir, et vous pourrez découvrir un par petit mail. peu. Par mail ou sur le site internet site. académie-emi.org. Vous trouvez toutes les informations. Si vous tapez Académie EMI en annonce, vous allez tout de suite tomber sur l'école Mystère International, Initiation et Ésotérisme. Et il y a même une page Facebook Tout à fait, il y a une page Facebook, un Instagram, un avec YouTube. une bonne note, hein, vous Oui. bien noté. Ouais. Oui, on a eu quelques personnes qui nous ont noté. Bon, je vous remercie Henri Chemin. Une phrase pour terminer l'émission? Et c'est moi d'abord qui vous remercie. J'aimerais peut-être conclure sur un élément particulier que la magie égyptienne m'a apporté. Je reviens à cette initiation avec Anubis. Ce qui est extraordinaire finalement dans la pratique de la magie égyptienne comparée aux autres magies, puisque j'ai visité d'autres magies avant celle-là, c'est peut-être le fait, ça peut vous paraître idiot, c'est que les divinités et les énergies vont venir derrière nous. Alors, ça peut n'avoir aucun intérêt a priori, et pourtant c'est un intérêt énorme. C'est-à-dire que quand on va invoquer l'entité ou l'énergie, elle ne va pas se présenter devant nous, mais elle va se présenter derrière nous systématiquement, naturellement. Vous pouvez en faire l'expérience, ou de toute façon c'est ce que nous représentent perpétuellement les bas-reliefs et les représentations égyptiennes. Et cet élément-là a quelque chose d'extrêmement intense par rapport au fait qu'on ne peut pas mettre une image sur la chose comme si c'était devant nous. Mais on va juste avoir la représentation exactement comme si quelqu'un était en train de vous souffler dans le cou derrière vous. Oui, donc si j'ai bien retenu, ça serait très intéressant que on accorde autant d'importance au corps qu'à l'esprit. Complètement. Essayer de réunir finalement les différentes parties de nous-mêmes et en prenant bien l'attention du fait que chaque partie de nous-mêmes, notre nom, notre âme, et donc du coup la partie profane à l'intérieur de nous, la partie sacrée à l'intérieur de nous, ont une utilité pour créer l'être parfait, le magicien complet. Merci beaucoup, Richard. Merci à vous. Vous savez comment on dit bonjour en égyptien? Ah non. C'est ça, c'est un pas, et ça, c'est le soleil. Que le soleil accompagne tes Ouais. pas. C'est pour dire bonjour. Ouais. Que le soleil Ouais. accompagne tes pas. Ouais.